Bonjour, Philippe Savourin, conseiller en communication pour le service des communications et de l'expérience citoyenne. Ben, ça nous fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Je suis accompagné de plusieurs intervenants du projet Réseau Express Vélo. On va faire le tour aujourd'hui de ce projet-là qui se met en place tranquillement, dont la réalisation des travaux commencera très prochainement, en juillet. Alors, on va faire le tour du projet. C'est pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui. Ben, vous êtes nombreux. Euh, on va faire le tour ensemble dans la prochaine heure. On vous rejoint là où vous êtes, en confort de votre foyer, au travail. Donc, peu importe, vous avez accès à Internet. Pour l'instant, la Ville de Montréal est encore contrainte avec certaines mesures de distanciation sociale, mais ça n'a pas empêché les gens de communication de trouver d'autres façons de vous rejoindre pour vous donner de l'information. Parce que de l'information, on en a beaucoup à vous donner aujourd'hui. Alors, le programme de la soirée, je vous le disais, on commence un instant, 9 heures, on va terminer autour de 20 heures. On va faire le mieux pour terminer à l'intérieur d'un espace-temps d'une heure. Mais ce qu'on juge important, c'est de répondre à vos préoccupations et à vos questions. En ce sens-là, je veux vous signaler qu'on ne peut actuellement vous voir et on ne peut vous entendre. Alors, les caméras sont fermées, les micros sont fermés. Par contre, vous allez remarquer au pas de la fenêtre un symbole question-réponse. C'est par ce médium que vous pourrez nous formuler des questions en direct et nous ferons au mieux pour répondre à plusieurs questions. Parce que nous avons au moins reçu une trentaine de questions. Alors, nous ferons le tri, répondre aux questions les plus pertinentes et prendre des questions en direct. Mais soyez déjà rassurés parce que maintenant, nous avons votre courriel, nous avons une possibilité de communiquer directement avec vous. Et à la fin de la rencontre, une foire aux questions sera rédigée et vous allez la recevoir par courriel. Alors, on vous donne l'assurance que toutes les questions seront ce soir répondues. La séance se déroule en français. But if you do have questions in English, feel free to write that down and we'll do our best to answer you in your modern language. Alors, pour ce qui est du déroulement maintenant, on va commencer avec les mots de bienvenue de trois élus. Alors, M. Caldwell, Mme Giguère, la mairesse, évidemment, de l'arrondissement, Émilie Thuillier, est également présente. Alors, les élus, vous feront un bref mot de bienvenue. Je céderai la parole. Mais avant ça, je voulais souligner la présence dans l'auditoire du directeur du service des infrastructures. Alors, M. Claude Carrette est présent, service des infrastructures et du réseau routier. Alors, je vous salue, M. Carrette. Vous êtes également accompagné de M. Bouliane, qui est lui directeur des infrastructures pour le même service. Et M. Luc Gagnon, directeur du service de l'urbanisme, est présent. M. Gagnon, vous êtes également accompagné de Valérie Gagnon, qui est elle directrice de la mobilité. Alors, sans plus tarder, je vais adresser donc le micro à trois personnages très importants dans la sphère politique montréalaise. On va commencer par M. Eric Allen Caldwell. M. Caldwell, je vais vous inviter à prononcer des mots de bienvenue. Vous êtes responsable de l'urbanisme, de la mobilité et également de l'Office de consultation publique au comité exécutif de la Ville de Montréal. Je vous cède la parole. Merci, M. Sabourin. Vous me confirmez que vous m'entendez bien? Oui. Bon, parfait. On a toujours ce petit stress-là en vidéoconférence qu'on parle dans le vide. Je suis heureux d'entendre que ce n'est pas le cas. Très content d'être avec vous ici ce soir, dans cette vidéoconférence pour parler du réseau Express Vélo. À la Ville, on a une programmation vélo qu'on élabore sur des années. Pour l'ensemble de notre programmation vélo, c'est un cycle de planification assez long, sur au moins 2 ans, où on regarde l'ensemble des tracés et on arrive avec une planification fine où on vient, dans le départage des besoins, faire une bonne planification pour la place du piéton, la place du vélo et la place du trafic, bien entendu en pensant aux autobus, à l'accessibilité universelle. Et pour la Ville, on propose ce réseau structurant de mobilité cyclable. Par contre, un des effets de la mise en place de ce réseau-là est aussi d'apaiser et de sécuriser l'ensemble du parcours. Donc, ce n'est pas qu'une intervention pour les vélos, c'est une intervention qui va transformer la rue pour mieux camper la place de chacun et pour aider à la sécurité de tout le monde. Donc, on est très fiers de cette programmation. Il y a toutes les équipes de la Ville ici
qui vont vous donner les détails tant sur la planification, l'idéation que la mise en œuvre du réseau, mais c'est un travail de longue haleine et on en est très fiers. Il y a dans le débat public présentement les voies actives et sécuritaires qui sont un réseau temporaire qui viennent combler un besoin dans le cadre de la pandémie. Il ne faut pas confondre les deux. Ce réseau temporaire est pour être démantelé et c'est pour répondre aux besoins particuliers de la pandémie. Et ce réseau-là va évoluer avec la pandémie. Donc ça, c'est les voies actives et sécuritaires. Ce soir, notre présentation est sur le réseau Express Vélo, qui est un réseau permanent qui va venir structurer et changer votre ville pour plus de mobilité, plus de sécurité. On est très fiers de vous le présenter. Merci. Merci, M. Caldwell. Je vais inviter Mme Marianne Giguère. Mme Giguère, elle est conseillère de ville dans le plateau Mont-Royal, dans le district d'Elormier, mais vous êtes également conseillère associée au comité exécutif en transport actif. Je vous cède la parole. Madame Giguère. On pourra revenir à l'intervention de Mme Giguère. Ça a fonctionné. Ah, excusez-moi, pour une raison que j'ignore, mon écran n'était plus tactile. Oui, ben merci beaucoup, M. Sabourin. Merci, Éric Allen, mon collègue. Eh bien, oui, on a ce réseau Express Vélo qui a été annoncé. Donc, en campagne électorale, c'était une de nos promesses fortes et je voudrais rapidement juste souligner pourquoi on accorde autant d'importance au vélo, à la mobilité active à Montréal en ce moment. En fait, certainement qu'en temps de pandémie, c'est un outil de résilience qui est formidable. Hein? Le vélo, c'est un outil de mobilité. C'est vraiment une façon de se déplacer en milieu urbain, en milieu dense, qui a énormément d'avantages. D'abord, en termes d'infrastructure, au kilomètre parcouru par personne, ça revient vraiment, c'est ce qui est vraiment de moins cher pour une ville à développer ce genre des infrastructures cyclables. Monsieur Caldwell l'a dit, ça sécurise non seulement le parcours des gens qui se déplacent en vélo, mais ça sécurise beaucoup aussi parce qu'on intervient fortement aux intersections. La vie des piétons, le passage des piétons aux intersections et également pour les automobilistes parce qu'on le sait, c'est stressant de cohabiter sur la rue avec des gens en vélo. Or, il y a de plus en plus de gens qui se déplacent en vélo à Montréal. Le réseau cyclable déjà existant, il est saturé, il est plus aux normes, les pistes sont trop étroites, les gens ils sont à l'étroit. Donc, on se retrouve sur la rue et ça crée beaucoup de stress, d'insécurité pour les gens qui conduisent des véhicules. C'est pas pour rien que le CAA, que le Bureau du taxi, que même l'Association du camionnage du Québec ont appuyé le réseau Express Vélo. Alors, les pistes qu'on va construire avec le réseau Express Vélo, d'abord, on les construit pas tant que ça, on intervient uniquement aux intersections. Là, les ingénieurs en conception vont vous en parler beaucoup mieux que moi par la suite. Mais non seulement on répond aux besoins des Montréalais qui massivement se déplacent en vélo, mais en ajoutant ce réseau-là hyper structurant, hyper confortable et sécuritaire, ce qu'on souhaite, c'est d'attirer des gens qui ne font pas déjà du vélo pour toutes sortes de raisons, mais qui vont y trouver le confort et la sécurité qu'ils cherchent et qui vont choisir le vélo. Et tout le monde va y gagner parce que plus il y a de gens en vélo, plus il y a de gens en santé, plus il y a de gens heureux qui arrivent au travail à l'heure, de bonne humeur, en forme, plus la circulation est allégée sur le réseau et dans les transports collectifs. Donc, bonne présentation. Merci beaucoup. Merci, Mme Giguère. Mme Giguère, votre intervention est suivie de l'intervention de la mairesse, évidemment de l'arrondissement Antique-Cartierville, mais Mme Émilie Thuillier, il faut le savoir, elle était également au comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de la démocratie, de la transparence, des communications et de l'expérience citoyenne. J'ajoute le patrimoine. Madame Thuillier, on a actuellement plus de 150 citoyens et citoyennes qui sont à l'écoute de cette session d'information-là virtuelle. C'est relativement nouveau. Alors, ça me fait plaisir dans ce cadre-là de vous donner la parole. À vous. Merci beaucoup, M. Sabourin. Donc, bienvenue à ce webinaire. Merci d'être là. C'est important pour nous de faire cette séance, même si elle est virtuelle, pour vous donner l'information sur le rêve. Alors, je remercie mes collègues
Caldwell et à Mme Giguère là, qui vous ont déjà présenté un peu le rêve. Donc, on a été beaucoup en conversation dans les dernières années sur ce sujet-là parce que vous savez qu'à l'arrondissement, on a fait beaucoup de démarches pour le plan local de déplacement. Donc, on a parlé de plusieurs rues. Et sur Berry-la-Jeunesse, plusieurs nous disaient, oui, mais on a déjà des bandes cyclables, donc pourquoi faire des pistes cyclables? Et vous savez, le concept, il est tellement différent. En fait, ce qu'on vient faire avec le rêve, c'est vraiment des pistes cyclables sécurisées pour que tout le monde se sente confortable à y faire du vélo. Moi, en ce moment, mes enfants, je vais pas sur Berry, je vais pas sur la Jeunesse. Et pourtant, ce sont des rues importantes. Il y a la Maison de la Culture, le Parc Onsic, il y a 2 stations de métro. Donc, il y a beaucoup de lieux auxquels on souhaite accéder en vélo qui sont sur ces rues-là. Donc, c'est pour ça que c'est important de venir structurer, de venir bonifier le réseau en faisant de vraies pistes cyclables protégées. L'autre projet dont on ne parle pas ce soir, mais je souhaite quand même vous en glisser un mot parce qu'il est lié de manière même fonctionnelle, c'est le projet de l'arrondissement, les pistes cyclables bidirectionnelles que nous allons implanter cet été sur Prieure et Soriol. Donc, Prieure et Soriol, vous le savez, là, seront mises à sens unique. Il y a une piste bidirectionnelle qui sera ajoutée. Et donc, ça vient se greffer au projet de Berry-la-Jeunesse parce que vous voyez très bien Berry-la-Jeunesse en nord-sud et Prieure-Soriol est-ouest. Alors, Prieure-Soriol permet de rejoindre 8 écoles primaires, 2 écoles secondaires, 7 parcs. Donc, vous voyez aussi que par Berry et la Jeunesse, vous allez pouvoir avoir accès aussi à tous ces lieux-là. Et c'est un réseau qui est en train de se construire, un réseau que l'on veut sécuritaire, accessible à tous, donc bien sûr aux cyclistes de tous âges, mais aussi par exemple pour les triporteurs. Donc c'est vraiment multigénérationnel et à cet effet, je vous invite à aller voir la publication, la dernière publication Facebook de l'arrondissement, donc arrondissement Annecy-Cartierville sur Facebook. La publication d'aujourd'hui, c'est justement le clip qui vous explique les pistes cyclables Prieure-Soriol et il y a un hyperlien aussi, vous pouvez cliquer, aller sur le site internet de l'arrondissement avec toute l'information aussi. Donc, c'est vraiment complémentaire au projet duquel on va discuter aujourd'hui et donc, j'arrête ici pour laisser la présentation de ce projet. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci infiniment, Mme Tuillier. Alors, bonne soirée à tous. Je vais maintenant vous présenter des intervenants qui vont vous parler en premier lieu de la conception du projet et on va pouvoir aller un petit peu plus loin avec un second intervenant qui, lui, va nous parler des interventions qui sont requises à partir du début juillet et on aura un troisième intervenant pour la gestion, évidemment, l'atténuation des nuisances pendant le chantier, les travaux, gestion des impacts également. Alors, c'est ça qu'on a au programme pour les prochaines minutes. Je vais d'abord inviter, pour nous parler de la conception, Stéphane Blais. Monsieur Blais, vous êtes chef de section au transport actif. Vous avez la responsabilité dans votre section du vélo. Alors, je vais vous inviter là, à nous expliquer vraiment c'est quoi le concept derrière le réseau Express Vélo. On vous donne 10 minutes pour faire ça. Très bien, merci beaucoup. Merci à tout le monde d'être là. C'est sûr que je ne m'attendais jamais à avoir autant de gens chez moi. Il faut croire que c'est l'ère du temps, le virtuel. Donc, je vais sans plus tarder y aller parce que la session est courte. Donc, comme vous pouvez voir sur la carte, il y a plusieurs axes qui ont été identifiés dans la planification qui vont faire partie du rêve, ce qu'on appelle le réseau Express Vélo. Donc ici, ce soir, on vous montre les axes en rouge qui font partie de la phase 1. Donc, il y a 5 axes qui vont être déployés à partir de cette année 2020 et poursuivis jusqu'en 2021 pour la complétion de la phase 1. Le but là, du rêve, on l'a déjà dit, mais c'est d'améliorer l'expérience de déplacement à vélo. Puis pour faire ça, il faut rendre l'environnement sécuritaire et confortable. Les pistes cyclables, là, ils doivent desservir des rues qui offrent un lien qui est linéaire et qui relie des destinations attrayantes. Puis le rêve, ça se veut être la colonne vertébrale du réseau de transport à vélo. Moi, je amène souvent l'analogie avec, dans le transport collectif avec le métro de Montréal. Le métro, c'est la colonne vertébrale du transport collectif à Montréal sur lequel se rabattent
les transports d'autobus. C'est la même chose avec le REV. Le REV va être le métro et les autres axes de vélo, les autres axes cyclables vont se rabattre sur ces axes du REV. Ce qui est prévu ici comme aménagement, c'est assez inusité ou je dirais innovant pour Montréal. Il est question ici de pistes cyclables unidirectionnelles en bordure de trottoir, suffisamment large pour permettre le dépassement et avec une sécurisation accrue à chacune des intersections. Vous pouvez passer à la suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, on se concentre sur l'axe 1 qui nous préoccupe aujourd'hui, l'axe Berry-La-Jeunesse-Saint-Denis. Ça concerne 4 arrondissements. Ça va traverser Antique-Cartierville, mais aussi Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Rosemont-la-Petite-Patrie et le plateau Mont-Royal. Ça va débuter au boulevard Gouin et s'arrêter à l'avenue des Pins. Ça va avoir une longueur totale, pour les cyclistes, vont pouvoir se déplacer sur une longueur totale de 8,7 km sur un axe linéaire. Ça va aussi croiser différentes pistes cyclables de l'arrondissement qui vont permettre d'alimenter cet axe cyclable. Suivante, s'il vous plaît. Merci. Comme on voit ici sur la carte, elle est sur le côté, le nord est à gauche et on voit en bleu le trait où va passer l'axe du REV. Et en vert, c'est les axes cyclables existants. Suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, ce qu'on fait comme aménagement, configuration des voies, ici, c'est une coupe. On regarde comme si on était au milieu de la rue, les voitures qui s'en viennent soit vers nous ou qui s'éloignent de nous. On voit la coupe qu'on appelle une coupe, la coupe de gauche, la rue Berry. On voit la configuration de ce que ça sera la rue une fois le REV installé. C'est de l'ajout de pistes cyclables en bordure de trottoir. C'est ce qu'on voit là avec un petit bonhomme à vélo et une espèce d'asphalte verte en dessous. L'asphalte ne sera pas verte en réalité, mais c'est pour imager avec la coupe. Ça va être, la piste cyclable va être séparée par du marquage et des ballards. Il y aura 2 voies de stationnement d'aménager et une voie de circulation sur les 2 axes. Cependant, il y a une des 2 voies de stationnement qui va être retirée aux heures de pointe, comme c'est le cas déjà aujourd'hui sur certains tronçons, et ce qui va permettre d'améliorer ou d'assurer une fluidité automobile. Ce qui va arriver avec l'effet que va avoir ce type d'aménagement-là va être un d'apaisement de circulation et de réduction des vitesses de circulation des véhicules motorisés. Donc, le REV sur Berry, près de la rue Prière, pour qu'on ait une meilleure idée de quoi ça va ressembler, on va vous montrer une image qui est comme la coupe, mais plus photoréaliste. Voilà. Donc, si on parle un peu des travaux qui s'en viennent, il y aura des travaux de génie civil, oui, mais c'est seulement aux intersections. Là où il y aura des nouvelles bordures de béton, ça va être aux intersections. En tronçon, devant vos entrées charretières, devant les portes de garage, ça va être du marquage et des ballards. Et il y aura suffisamment d'espace pour permettre les manœuvres d'entrée et de sortie. On va profiter de la réflexion des intersections pour sécuriser et améliorer les déplacements de tout le monde, non seulement des cyclistes, mais aussi des piétons et des usagers du transport collectif. On va en profiter pour améliorer les feux de circulation. Et on va ajouter des feux piétons à toutes les approches, à toutes les intersections, avec un décompte numérique et s'assurer que la programmation des feux offre suffisamment de temps pour toute personne à traverser, en tenant compte, bien sûr, des personnes de mobilité réduite. On va aussi s'assurer d'améliorer l'éclairage là où c'est requis pour avoir une sécurité accrue des gens en déplacement et surtout le soir et la nuit. On va aussi, comme vous pouvez voir sur l'image, améliorer les arrêts-bus pour s'assurer, ça c'est un quai, une baie d'embarquement et de débarquement, le bus va s'arrêter sur la baie d'embarquement pour permettre aux usagers du transport collectif de descendre et de monter de l'autobus et ne pas mettre les pieds dans la piste cyclable, mais bel et bien sur un quai de refuge pour qu'ils puissent ensuite traverser. Ces quais de refuge-là ont été conçus et pensés afin de s'assurer que l'accessibilité universelle soit maintenue pour tous les transports collectifs. Aussi, on s'assure qu'à l'intersection, lorsque les cyclistes approchent l'intersection,
il y aura un maille de béton, une bordure de béton qui va protéger les cyclistes des mouvements de virage à droite. Et les feux de circulation seront programmés afin de s'assurer que les mouvements de virage en conflit, les virages à droite surtout, ne nuisent pas et ne rendent pas, soient pas des conflits importants envers les cyclistes, puis s'assurent que ce soit sécuritaire. La suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, la même chose sur la rue La Jeunesse. On peut voir ce que ça donne à l'intersection de la rue Louvain. Ça, c'est une photo de l'été dernier et on va voir le changement une fois les travaux terminés. L'autre point qui est important, c'est que le rêve se veut des axes cyclables accessibles à 12 mois par année pour les 4 saisons. Donc, c'est pour ça que l'axe cyclable du rêve a une largeur plus grande. C'est pour permettre l'entretien plus facile et aussi à s'assurer que les cyclistes peuvent circuler en tout confort et puissent se dépasser un l'autre et ne pas limiter les gens dans leur vitesse ou ne pas se sentir comme une nuisance lorsqu'on va moins vite avec des enfants, par exemple. Suivante, s'il vous plaît. Donc, ici, on est un peu plus loin. On est sur Saint-Denis, près de Bélanger. Ce n'est pas dans Huntsic, mais c'était pour vous montrer la poursuite d'aménagement cyclable une fois qu'on sera arrivé sur Saint-Denis. Il y aura des bandes cyclables, des pistes cyclables de chaque côté de la rue. Étant donné que la rue est double sens, il y en a de chaque côté. Sur Berry et La Jeunesse, il y en avait du côté droit seulement parce que les rues sont sens unique. Donc ici, quand on arrive sur Saint-Denis, c'est double sens. On en met de chaque côté de la rue. Suivant, s'il vous plaît. Donc, si on parle des ports modales, c'est-à-dire le partage que représente la répartition de l'espace entre les différents modes de déplacement, on regarde aujourd'hui sur la rue La Jeunesse ou la rue Berry l'apport qu'occupent les transports actifs, c'est-à-dire les piétons et les vélos, comparativement au mode motorisé, donc auto, camion, autobus. C'est de l'ordre de 60%, 40% ou presque 70, 30. Une fois le rêve installé sur ces rues-là, il y a une répartition beaucoup plus équitable qui va être faite sur la rue avec une répartition modale pratiquement équivalente de 50-50 entre les modes actifs et les modes motorisés. Donc, rapidement, je ne veux pas non plus entrer trop dans le détail, mais ici, on voulait vraiment prendre le temps de vous montrer qu'on a mis des efforts aux intersections les plus compliquées qui sont Crémazie. Ici, c'est une vue en plan. On ne voit pas l'autoroute 40, elle a été retirée, mais c'est les deux axes Crémazie qu'on voit de haut en bas et ici, c'est Berry qu'on voit de gauche à droite. Les changements importants qu'on fait, c'est de venir fermer l'îlot de virage à droite, l'îlot de virage à droite pour améliorer la sécurité des cyclistes. Et on vient installer un maille de protection ou une bordure de protection en béton pour les cyclistes sous la structure de l'autoroute 40. Suivante, s'il vous plaît. Même chose au coin de La Jeunesse. On vient ici sécuriser les cyclistes jusqu'à l'intersection avec l'aménagement d'une bordure de béton pour éviter que les véhicules coupent le coin ou tournent trop rapidement sur les cyclistes qui seraient en attente au feu. Et sous la structure de béton, la structure de l'autoroute, là aussi, il y aura une bordure de béton pour protéger les cyclistes lorsqu'ils circulent sur la voie. Aussi, dernier point, c'est que le rêve se veut distinct, se veut différent. Et on veut marquer la place, on veut s'assurer que les gens comprennent bien, on veut s'assurer que les automobilistes sachent que ce n'est pas un lieu, c'est pas une voie de circulation automobile, parce qu'il faut comprendre que les voies de vélo vont être plutôt larges, inhabituellement pour ce qu'on est habitué à Montréal. Donc, au sol, il y aura du marquage des seuils d'entrée bleus, avec le mot « rêve » décrit dessus. Les axes seront numérotés de 1 à 5 pour la phase 1. Il y aura des drapeaux ou des oriflammes installés sur les feux ou les fûts d'éclairage et des pastilles qui vont marquer que l'ensemble de l'axe, vous circulez actuellement sur un axe du rêve. Alors voilà, ça complète ma partie. Une magnifique présentation, M. Blais. Stéphane, 10 minutes, pile poil, merci. C'était clair, bien vulgarisé, concis. On apprécie les présentations dans ce temps-là. Ben,
Merci beaucoup. Je vais maintenant appeler un collègue de longue date, Tché Ouamani. Tché, il est chargé de projet. Bonsoir, Tché. Alors, Monsieur Ouamani, on s'en va parce qu'on a vu avec Stéphane le concept, on s'en va plus dans la réalisation et votre boulot dans les 10 prochaines minutes, c'est de nous expliquer concrètement ce qui s'en vient pour Berry la jeunesse. Je vous donne la parole. Merci Philippe. Donc, je vais vous parler des travaux à venir sur la rue La Jeunesse puis la rue Berry. Donc, au niveau des travaux, bon, je vais commencer avec la rue Berry qui va partir là, du boulevard Crémazie au boulevard Gouin. Les travaux qu'on a à faire là, sur ce tronçon-là en question, bon, c'est au niveau de la construction des arrêts d'autobus avec des débarcadères. Il va y avoir des terre-pleins centraux ainsi que la construction des trottoirs, d'îlots et des fosses de plantation. Nous allons aussi venir faire un planage de la chaussée en pleine largeur. On va venir enlever la chaussée en surface sur une épaisseur de 60 mm et par la suite, on va venir là, avec une couche de surface là, en pleine largeur au centre requis. Il va y avoir aussi la reconstruction au niveau des lampadaires. Il va y avoir des feux de circulation qui vont être implantés. Et ça va être aux endroits, surtout aux intersections, là, comme mon collègue M. Stéphane y en a fait part. Par la suite, je vais vous parler sur les travaux sur la rue La Jeunesse. Sur la rue La Jeunesse, bon, ben, les travaux ils partent là, de Castelnau à Gouin. Là, on traverse 2 arrondissements. Pour l'arrondissement ancien Quartier-Ville, sur la rue La Jeunesse, ça serait à partir du boulevard Crémazie au boulevard Gouin. Là aussi, il va y avoir des travaux de construction d'arrêts d'autobus avec des débarcadères et des terre-pleins centraux. On va voir aussi la construction des saillies, des trottoirs, des fosses de plantation. Et au niveau de la chaussée, une intervention qui va être faite comme sur la rue Berry, un planage de la chaussée sur 60 mm. Et on viendrait par la suite là, compléter le tout avec une couche de surface là, en pleine largeur. Sur ce tronçon-là aussi, on va trouver des lampadaires, des feux de circulation qui vont être implantés aux intersections. Je vais passer au niveau de ce qui est des échéanciers de travaux et du délai contractuel. Bon, ben, on est au niveau des débuts des travaux. Ces travaux-là commenceraient à la fin juin 2020, début juillet 2020 et viendraient se compléter vers la fin octobre 2020. Pour ce qui est de la rue La Jeunesse, des Castelnau puis le boulevard Gouin, on a 120 jours là, de délai là, des travaux. Donc, c'est 120 jours contractuels là, sur ces tronçons-là. Et pour ce qui est de la rue Berry, bon, on a 75 jours là, qui partiraient des Crémazie jusqu'au boulevard Gouin. Sur ceci, ça finit ma présentation. Merci à tous. Merci. M. Ouamani, je vous le répète, il est chargé de projet, responsable de la réalisation des travaux. Puis là, M. Ouamani, là, juste que je comprenne bien, là, quand on a parlé de planage, en fait, vous allez enlever une couche d'asphalte, en rajouter une nouvelle, puis le confort de roulement qu'on va avoir après ça, c'est pas juste pour les cyclistes, c'est aussi pour l'usager de la route, là, piétons, automobilistes. Effectivement, ça va être en pleine largeur la chaussée, puis ça va être pour les automobilistes ainsi que pour les cyclistes. J'apprécie beaucoup. Merci infiniment. Merci, maintenant, Philippe. Au plaisir, Tché. Donc, José Mayette, c'est ma prochaine intervenante qui va nous parler, parce qu'il y aura, on l'a vu avec M. Ouamani, il y a des travaux à faire, là, 75 jours de travaux, 120. Pendant ce temps-là, il y a une gestion d'impact, d'atténuation des interventions. Puis notre spécialiste, c'est José Mayette. José, je vous donne la parole pour parler de ça. Merci, Philippe. Donc, oui, pour les travaux, on parle effectivement de 3 à 4 mois de travaux. Tout d'abord, les travaux vont être faits en tronçons de 3 à 4 intersections à la fois. Comme on le dit, comme l'ont dit Stéphane et Tché, effectivement, la plupart des travaux ont lieu autour des intersections. Le phasage des travaux prévus, c'est tout d'abord l'ajout de plusieurs lots requis sur tout le tronçon. Ensuite, on va passer dans chaque tronçon de 3 à 4 intersections pour ajouter les nouveaux feux vélos,
remettre un éclairage adéquat. Et on va finir avec le planage et le pavage des tronçons. Puis, pour finir, le marquage de la nouvelle piste cyclable. Les travaux dans chaque tronçon sont assez courts dans le temps. L'impact des travaux est quand même important pour le tronçon, mais sa durée, elle est limitée. Donc, on parle d'un impact global qui est assez modéré sur les citoyens. L'horaire de travaux, il est du lundi au vendredi de 7h à 19h. L'entrepreneur a aussi la possibilité de travailler les samedis et les dimanches selon des horaires réduits. La majorité des travaux se font en fermeture partielle de la chaussée. Donc, les pistes cyclables, les bandes cyclables dans les rues La Jeunesse et Berry vont être conservées. La circulation automobile est aussi conservée, à l'exception de certains travaux comme l'ajout de cuiseurs ou le planage-pavage de la chaussée. Dans ces cas-ci, on parle de fermeture complète de la chaussée avec des détours pour les résidents, pour les automobilistes, pardon. Au niveau de la STM et des transports collectifs, les circuits de la STM, les arrêts de la STM sont maintenus sur les rues en travaux, sur les tronçons dans lesquels l'entrepreneur travaille. Cependant, des arrêts pourraient être annulés ou déplacés, dépendamment de leur position par rapport aux travaux que nous avons à faire. Au niveau des mesures de mitigation que la Ville de Montréal a décidé de mettre en place, on parle de l'accès aux bâtiments, de l'accès à tous les bâtiments, à toutes les résidences, à tous les commerces qui sont maintenus, sauf pour certains travaux de saillie pendant lesquels on met un accès temporaire, généralement en passerelle en bois. Dans ces cas-ci, l'accès va se faire non pas directement par le chemin le plus court, mais peut parfois être un petit peu plus long et il faut passer sur des passerelles en bois. Les livraisons sont toutes maintenues. Certaines zones de livraison peuvent être déplacées cependant pour les besoins des travaux car souvent elles vont être proches des intersections. Donc parfois on va les mettre un peu plus loin ou sur les rues transversales à nos travaux. Les bandes cyclables, comme je l'ai dit, elles sont maintenues, mais elles sont déplacées sur la chaussée, dépendamment de la position des travaux. Parfois, on a besoin de les détourner, car on a un espace restreint sur la chaussée. Et parfois, avec les travaux et la circulation automobile, ça ne devient plus sécuritaire de laisser les vélos sur la chaussée. Les parcours piétons sont tous conservés pendant les travaux aux intersections ainsi que sur les trottoirs. Lors des travaux de saillie, on parle de détourner les piétons via les autres coins des intersections. Et finalement, toutes les collectes de déchets vont être maintenues. Ça, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. L'entrepreneur, si jamais votre résidence n'est pas accessible, a l'obligation de déplacer vos déchets à un endroit qui est accessible pour les camions de collecte. Ensuite, au niveau des mesures sanitaires liées à la pandémie actuelle, la Ville de Montréal souhaite que les travaux se fassent dans le respect des conditions sanitaires exigées par les gouvernements provinciaux et fédéraux en place. La Ville de Montréal a prévu un affichage de chantier, un habillage de chantier que vous avez peut-être aperçu sur d'autres chantiers actuels. Un rappel des mesures d'hygiène et de distanciation est fait en bordure des chantiers. Lorsque les trottoirs le permettent, lorsqu'ils ont au minimum 2,5 mètres de largeur, on peut maintenir des corridors piétons à double sens. Si ce n'est pas possible de se croiser de manière sécuritaire, on implante des corridors à sens unique dans les tronçons. Pour la gestion des commerces et des files d'attente au commerce, certains commerces génèrent des plus longues files d'attente que d'autres. Les files d'attente sont prévues près des commerces et dans ces cas-ci, s'il n'est pas sécuritaire au niveau distanciation physique, de croiser une file d'attente, alors le trottoir est réservé à la file d'attente et on déplace les piétons sur la chaussée ou sur un trottoir opposé. Donc, merci, ça complète ma partie. Je te redonne la parole, Philippe. Excellent, merci beaucoup, José Mayette, qui nous parlait là, de gestion des impacts là, durant
la phase là, où on va faire nos travaux là, pour finalement installer le rêve. Merci beaucoup. Merci. On va maintenant passer à la période de questions. Je vous le disais d'avance, on a reçu plusieurs questions. Donc, je vais m'adjoindre, vous le voyez, les experts hein, au niveau du concept, des infrastructures, au niveau de la gestion des impacts pour répondre à vos questions. On a reçu également plusieurs questions en direct. Vous êtes nombreux, on le disait, au-delà de 150 participants. On va tenter de répondre à un maximum de questions dans les prochaines minutes. On a quand même un bon 25 minutes devant nous, fait que c'est rassurant. On ne voudrait pas vous garder trop longtemps. Alors, on va tenter de répondre à un maximum de questions dans l'espace-temps alloué. Je rappelle que vous recevrez la foire aux questions. Donc, ce qu'on n'aura pas le temps de traiter, vous allez avoir réponse à toutes les questions posées ici ce soir. Donc, pour ce faire, je vais peut-être inviter Stéphane Blais. Stéphane Blais, au niveau de la conception, on va avoir plusieurs questions à traiter ensemble. Alors, si tu veux, on va rester ensemble et on va en faire le plus possible. Un certain dirait en rafale. Allons-y avec le plus de questions. Stéphane, ce qu'on va faire pour gagner du temps, c'est qu'on ne reprendra pas les questions où on retrouvait la réponse durant la présentation. Et c'est là qu'on va voir l'animateur officiel de voir s'il a bien écouté. Stéphane, alors la première question, c'est Jean-Grégoire. Jean-Grégoire nous interpelle. Il n'est pas le seul à se poser la question suivante. Alors, il trouve que l'axe nord-sud, il y a une bonne écoute, il va être bien développé, mais il se demande si on n'aurait pas pu faire ça sur la rue Saint-Laurent, par exemple. Écoute, dans la conception du projet, avez-vous regardé cet aspect-là? On parle ici, c'est plus en planification. Donc, lors des étapes de planification, il y a eu plusieurs axes qui ont été proposés ou analysés. Puis, il y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte dans le choix d'un axe, dont la linéarité de l'axe, le nombre de services de proximité, de générateurs de déplacement, la place du transport collectif, le nombre de personnes touchées, le nombre de personnes qu'on peut rejoindre à l'intérieur de 500 mètres, 1 km. Donc, il y a beaucoup d'axes qui ont été identifiés, puis un choix s'est arrêté sur l'axe Berry-La-Jeunesse-Saint-Denis parce que, justement, il remplissait le plus de critères par rapport aux autres choix d'axes qu'il y avait. Je comprends que les paramètres peuvent être complexes et qu'il y a des études sérieuses et rigoureuses qui sont faites avant d'arrêter un choix, là, comme les choix qu'on a fait pour la jeunesse et Berry. Absolument. OK. Écoute, plusieurs s'interrogent également, puis là, il y a plusieurs questions pour l'hiver. Alors, dans votre présentation, vous nous avez montré, est-ce que ça aurait l'air l'hiver, mais au niveau de l'entretien, est-ce que ça pose des défis en particulier? Certainement, ce n'est pas comme une rue traditionnelle. Il y a déjà aujourd'hui plusieurs axes cyclables qui sont ouverts toute l'année. On peut penser à l'axe sur Rachel, Maisonneuve, même sur Boyer. Donc, oui, c'est des opérations différentes. Il faut que ça soit adapté à une rue avec un axe cyclable. Oui, il faut mettre un peu plus d'abrasif parce que c'est des cyclistes qui circulent sur 2 roues. Donc, il faut s'assurer que la chaussée soit le plus souvent sans glace et sèche. Il faut passer plus souvent. Aussi, lors du ramassage, il faut faire attention, il faut éviter les ballards, faire attention aux éléments de béton qui protègent les cyclistes. Mais autre le fait de modifier les appareils de déneigement puis les façons de faire, somme toute, ça se fait assez bien. On aussi, un nouvel axe qui a été fait, c'est Châteaubriand l'année dernière dans Rosemont. L'expérience montre que les opérateurs de déneigement sont capables de s'adapter et de faire une bonne job de ramassage de neige. Je pense que ça va rassurer plusieurs personnes. Écoute, pour ce qui est de la vitesse, je ne me souviens pas qu'on l'ait abordé dans le détail, mais on a parlé dans la présentation de synchronisation des déplacements. Et là, j'ai une question de Jean-Étienne Tremblay qui se demande, il aimerait avoir un peu plus de détails sur quelle est la vitesse des vélos qui a été mesurée pour synchroniser ce réseau-là. Donc, on synchronise. Les feux, c'est quand même assez complexe à synchroniser, mais pour l'axe, on synchronise ça à 20 km/h pour les cyclistes et pour les autos, c'est 40 km/h qui va être affiché comme vitesse maximale. Donc, il y a plusieurs intersections, des grandes intersections à traverser. Là, on pense juste à Crémazie. Certainement que ça devient complexe de synchroniser l'ensemble de l'axe de Gouin jusqu'à Des Pins.
Il y aura certainement des interruptions, ça ne peut pas être une synchronisation parfaite, mais l'objectif, c'est que le cycliste puisse franchir le plus de feux de circulation possible avant d'être obligé de s'arrêter à un feu rouge. Donc, la vitesse qu'on utilise pour synchroniser, c'est 20 km/h. Mais c'est des choses qui s'ajustent. On le fait comme ça, on va voir comment ça se vit à l'extérieur et on pourra l'ajuster. Ce n'est pas des questions de revenir faire des travaux, c'est juste du minutage dans les feux, puis les équipements sont déjà sur place. Si on parle au feu, il y a 11 intersections sur chacun des axes, Berry et la Jeunesse. Il y a quelques intersections qui vont avoir des feux spécifiques cyclistes. Je pense que c'est 3 sur une rue puis 4 sur l'autre. Et les autres, ils vont avoir de la protection pour pas que les véhicules tournent à droite sur les cyclistes qui sont là, pour éviter le plus possible des conflits de manœuvre de virage des véhicules. On retient 20 km/h pour les vélos. Oui, et c'est ça. Mme Thuillier, la mairesse, nous expliquait que d'emblée, le réseau est conçu pour recevoir toutes sortes d'usagers. Hein. Ce n'est pas juste des cyclistes aguerris qui, eux, vont rouler à 20 km/h, mais on a aussi des familles qui vont être des usagers, des gens en mobilité réduite. Donc, tout ça tient compte de ces différents usages-là. Mais je vous dirais que 20 km/h, ce n'est pas une vitesse très élevée. C'est quand même une vitesse confortable. Ça vous permet de vous rendre rapidement à votre lieu, mais c'est presque sans effort, là, 20 km/h. Puis oui, effectivement, on l'a fait. C'est conçu le rêve exactement pour tous les âges, toutes les habilités de vélo. C'est pour ça que c'est large, protégé et avec une gestion des feux de circulation aux intersections. On parlait de famille, d'usage multiples, du rêve. Il y a Mme Véronique Dufault qui se demandait, Stéphane, si dans la conception, vous aviez tenu compte de la présence des CPE que dans le secteur, elle faisait référence surtout entre le boulevard Gouin et Henri Bourassa. Là. Mais est-ce que c'est quelque chose qui a été pris en compte? Absolument, ben oui. C'est sûr qu'avec l'aménagement proposé, les vitesses devraient être réduites. L'espace qui était là pour le stationnement est maintenu. Surtout, je pense, je sais de quel CPE vous parlez. Il y a du côté où la piste cyclable n'est pas, donc il n'y a pas de modification là, à leur espace actuel. Parce que ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une zone de débarcadère, ça va être maintenu. Il n'y a pas de changement du côté, il n'y a pas de changement. Et du côté est, là, le côté, ou du côté, en tout cas, du côté qui n'est pas la piste cyclable. Parfait. Il y a encore une question pour vous, Stéphane Blais. Isabelle Rivet, puis Mme Rivet, je prends votre question en exemple. Plusieurs se demandent. Ils sont résidents sur les rues Berry, la Jeunesse. Ils ont vu la présentation, ils voient des mailles. Hein, le maille, c'est un bloc de béton. C'est un peu ça, Stéphane, qui protège la piste cyclable. Ils se demandent si, comme résidents, ils vont perdre leur entrée de garage. Est-ce qu'on a quelque chose pour les rassurer? Absolument. Les mailles de béton, les bordures de béton vont être construites aux intersections et devant au quai d'arrêt des autobus. En section, le reste du tronçon va avoir que du marquage au sol et des ballards et ne nuira pas. Et aussi, il y a des entrées charretières proches des intersections où on aurait construit un maille de béton. Bien, on s'assure que les manœuvres de virage, les entrées vers les garages puissent toujours se faire tel que c'est fait aujourd'hui. Il y avait d'ailleurs une question qui était à l'effet de « Oui, mais s'il y a un maille de béton, une piste cyclable, des voies traversées, où je peux traverser de façon sécuritaire? » On rappelle que c'est toujours aux intersections. Hein, avec les saillies, Stéphane, on n'est pas tous familiers avec le concept, là, mais le saillie, c'est un élargissement du trottoir aux intersections, c'est ça? C'est ça. Oui, exactement. C'est qu'on prolonge le trottoir plus loin dans l'intersection pour permettre aux piétons d'avoir plus d'espace au coin de la rue et avoir une meilleure visibilité pour eux envers les automobilistes et aussi les automobilistes vers les piétons. Et ça réduit la longueur de la traversée de la rue. Donc, ils passent moins de temps sur la chaussée et plus de temps en sécurité sur les trottoirs. C'est tout à votre honneur, puis je pense que les piétons, ça, ils vont l'apprécier. Écoute, Thérèse Lépine se demande, elle a une voiture électrique garée devant chez elle. On présume qu'elle habite Berry ou la Jeunesse. Est-ce qu'on a réfléchi à comment les propriétaires de voitures électriques pourront utiliser des systèmes de branchement? C'est bien entendu que le côté où il y a la piste cyclable, on ne pourra pas avoir de borne de recharge avec le câble qui vient brancher dans l'auto. Ça créerait des espèces de guillotines. Là. On ne peut pas garder ça sur place. Mais du côté où il n'y a pas d'aménagement cyclable, les bornes de recharge sont maintenues.
Merci. On a des gens qui sont dans l'auditoire qui viennent de la rive nord. Donc, des gens, j'ai au moins 2 questions des usagers de transport actif de la rive nord. Puis eux, ils utilisent le pont. Écoute, c'est le pont Vio. Et ils se demandent, est-ce qu'il y a, on a eu une réflexion sur l'interconnexion entre le pont Vio et le rêve? Des conseils, des... Absolument. On s'est assuré avec la Ville de Laval, on a travaillé ensemble pour s'assurer que la connexion puisse se faire, puis que de leur côté aussi, le bord du pont, puisse accueillir les gens, puis les envoyer vers notre réseau. On a aussi, j'en profite pour en parler, mais on a aussi coordonné le tout avec la STL puis la STM pour s'assurer que l'ensemble des aménagements proposés étaient conformes et permettaient le service sans problème. Écoute, je pense que tu viens de répondre à François Marcil et à Gabriel Stoichovici. Alors, il t'en remercie. Question maintenant de José Paris. Alors, sur la quantité de trafic, évidemment, elle anticipe une augmentation au niveau du trafic sur la jeunesse, surtout en heure de pointe vers 4 heures. Est-ce que vous avez eu des modèles ou vous avez des éléments qui peuvent la rassurer à ce niveau-là? Oui, certainement. Actuellement, la rue de la Jeunesse, ça sert beaucoup de transit, direction. Ben, transit, c'est des voitures qui circulent pour se rendre à une destination qui n'est pas dans le quartier, donc ils veulent se rendre au pont en heure de pointe du soir. Là, ce qui vient jouer sur les débits sur la Jeunesse, c'est que dans Villeray, l'arrondissement vient vraiment apaiser la rue en mettant une seule voie de circulation. Donc, par ça, on peut prétendre à ce qu'il y aurait moins de circulation sur la rue La Jeunesse. Aussi, la configuration qu'on vient mettre en place avec le rêve, ça va faire que la capacité va être réduite. Donc, normalement, il devrait y avoir moins de circulation à terme. C'est sûr qu'au début, tout de suite après les travaux, il y a ça peut prendre un certain temps. On dit toujours que pour que les gens s'habituent puis trouvent un nouvel itinéraire ou s'habituent ou changent d'heure, ça prend après de 4 à 6 mois pour voir les effets sur le long terme. Okay. Écoute, ça amène la question, on met la table pour la question de M. Patrick Hao. Et M. Hao, lui, il anticipe, c'est un effet un peu domino. Hein? Alors, les usagers automobilistes, on va le dire comme ça, là, pour la jeunesse Berry, certains vont avoir tendance à essayer de gagner du temps et d'aller sur le réseau résidentiel. Là. Alors, il y a des inquiétudes là-dessus. Et on se demande si on a des projectives et aussi des gestes concrets qu'on pourrait poser pour éviter ça. Certainement, on travaille beaucoup avec l'arrondissement qui connaît bien son réseau local pour monitorer. Il y a ça aussi que je ne vous ai pas dit, mais la REV, l'Axe 1, Saint-Denis, Berry-la-Jeunesse, va être monitoré, c'est-à-dire qu'il va y avoir des mesures prises constamment après les travaux sur les débits, les vitesses, la synchronisation des feux, qui parcourt le chemin, il y a combien de cyclistes et où vont les gens une fois que les travaux sont terminés. Donc, il y aura des ajustements, c'est certain. Le monitoring va nous permettre de voir où circulent les gens et on va travailler très fort avec l'arrondissement pour protéger les quartiers résidentiels. Il y a diverses façons de faire pour modérer la circulation et décourager la percolation du trafic dans les quartiers résidentiels. Et bon, on l'anticipe, c'est certain, quand les gens veulent trouver un nouvel itinéraire plus rapide. Mais selon moi, Berry-la-Jeunesse va rester des axes directs vers le pont. Une alternative sera possible, mais va être plus longue pour les gens. Excellent. Merci beaucoup, Stéphane. Je vais aller faire un petit tour du côté des questions qu'on a reçues, évidemment, en direct. Merci pour vos questions. Donc, merci à Philippe Couvert. Monsieur Couvert, vous demandez, la majorité des gens n'utilisent pas leur vélo l'hiver. Alors, comment justifiez-vous le retrait des voies de circulation automobile 12 mois par année? Avez-vous effectué une étude à propos du nombre de cyclistes? Alors, peut-être là-dessus, Stéphane Blais pourra nous répondre. Quels sont les usages au niveau du nombre de cyclistes? Je sais qu'on va faire avec le rêve plus de place aux cyclistes. Vous avez observé une tendance? Vous avez déjà des chiffres à nous communiquer? On vous écoute. Mais on peut s'attendre, là, je sais que déjà l'été, aujourd'hui, on a mesuré 3000 cyclistes sur Christophe-Colomb. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait plus que ça sur le rêve. Ça va être inégal dans les tronçons, là, du plus dense au moins dense, mais au moins, on s'attend à 3000 cyclistes par jour.
Là, c'est divisé en deux, c'est au moins 1500 sur chacun des axes. L'hiver, on sait, là, avec le comptage qu'on a un peu partout et tout ça, les bornes de comptage, on retient entre 10 et 15 des cyclistes l'hiver, avec les conditions qu'on connaît actuelles. Dans le cas du rêve, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir, comme on a une interface ou un aménagement de grande qualité, qu'on s'attend à ce qu'il soit plus occupé et que les gens continuent à l'utiliser l'hiver parce qu'ils vont voir la facilité que va représenter cet aménagement-là. Et on s'attend à ce que la rétention l'hiver soit plus grande. Est-ce que vous pensez que, Stéphane, que dans le contexte de la pandémie qu'on vit puis des changements qui sont associés à ça, nos modes de transport, on est habitué à changer nos habitudes. Est-ce que ça va faire qu'on va avoir un plus grand nombre de cyclistes et qu'on a besoin d'infrastructures? Bien, c'est certainement l'objectif derrière tout ça, c'est d'augmenter les ports modales. Donc, les gens, le mode de transport que les gens vont utiliser pour se déplacer. On souhaite un transfert des autos vers le vélo et aussi soulager le transport collectif en offrant un lien cyclable qui, selon moi, va être plus rapide que le transport collectif et permettra de soulager. Ce qui, dans l'ensemble, va être un gain pour tout le monde. S'il y a moins de gens dans les autos, bien, ça va améliorer la fluidité des autos. Et s'il y a moins de gens dans le transport collectif, ça devrait améliorer le service. Donc, derrière tout ça, il y a cette réflexion-là. Et on sait que ça fonctionne. On le voit dans d'autres villes. On le voit un peu partout dans le monde actuellement. Oui, ça fonctionne, mais ça prend des aménagements de qualité. Si on ne se sent pas en sécurité, si on ne se sent pas confortable, on ne peut pas espérer, on ne peut pas demander à la personne d'aller sur la piste. Puis ça commence d'un très jeune âge. Donc, si les enfants ont peur d'y aller, si les parents ont peur que les enfants y aillent, bien, eux, ils ne prendront pas l'habitude en vieillissant. Puis, on va rester toujours dans les modes motorisés qui, selon ce qu'on voit arriver dans le monde, ne fait qu'augmenter et cause énormément de désagréments, que ce soit pour les citoyens riverains ou même à l'environnement en tant que tel. Mais ceci dit, il va toujours avoir un espace pour l'automobile. On aura toujours des fois certains items à aller chercher. Et puis, on a besoin de temps en temps de prendre une automobile, ce qui fait, et ce qui m'amène à te poser la question de Alicia Azaoua. Et Alicia, je suis désolé pour le nom de famille, je reprends Azou Aou. Alors, j'espère avoir mieux fait cette fois-ci. Mais vous posiez la question parce qu'elle t'a écouté attentivement. Et elle est sous l'impression que les places de stationnement ne sont pas affectées tant que ça sur la rue Berry. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette observation-là? Tout à fait, vous avez raison. On va continuer à utiliser l'automobile, puis ce n'est pas quelque chose qui va être éliminé d'ici les 15-20 prochaines années, là. Puis il y a des gens qui ont besoin de prendre leur auto, et il y en a des gens à mobilité réduite. Tout ça, il faut tenir en compte. Et pour ça que le stationnement est maintenu sur rue. C'est pas vrai qu'il y aura zéro impact sur le stationnement. Il va y avoir les deux voies de stationnement vont être maintenues sur les deux rues, Berry et La Jeunesse. Cependant, il y a certains espaces de stationnement qui ont été retirés pour améliorer les arrêts d'autobus, pour améliorer la visibilité des cyclistes lorsqu'il y a des entrées de ruelles, des entrées charretières. Donc, il y a du stationnement qui est retiré, mais en majorité, il est maintenu. Par contre, il y a Caroline Lavergne, elle, qui retient qu'il y aura une seule voie de circulation en dehors des heures de pointe. Exact. Alors là aussi, on a une bonne lecture de la présentation. Alors, tu vois, ça a été concis, clair, c'est bon. On a tout bien compris. Guillaume Blanchette d'Ourtre nous demande, puis là encore, c'est des questions qu'on a reçues en direct. Alors, d'abord, on souligne le fait que ce projet est merveilleux. Alors, M. Blanchette d'Ourtre est conquis d'avance. Il a une question. Avez-vous envisagé de synchroniser les feux de circulation pour favoriser la fluidité, bien entendu, du rêve? Donc, on y a répondu tantôt. On a dit oui, 20 km/h pour les vélos. Et Stéphane nous avait dit, il y a peut-être des ajustements qu'on fera en cours de route, mais pour l'instant, le 20 km/h nous permettrait de synchroniser ça. Monsieur Jean nous demande, il dit, j'habite sur Berry. Il se demande encore si on a pensé à l'hiver avec les voies de circulation. Encore là, l'expérience de Châteaubriand, Stéphane vous a dit que c'est viable l'hiver, le rêve. Absolument, oui, tout à fait. Mais en termes d'entretien, déneigement, stationnement, ça fonctionne. Puis
c'est drôle parce que Châteaubriand va ressembler beaucoup à ce qui va être fait sur Saint-Denis. Je parle en tronçon, là, sans tenir compte des travaux qu'on fait aux intersections, mais l'expérience nous a montré que ça fonctionnait. Puis, on pouvait circuler très bien à vélo dans la chaussée déneigée et que le déneigement était plutôt bien fait pour les trottoirs et la piste cyclable. L'avantage qu'elle soit aussi large, je le répète, c'est que les équipements de déneigement, on peut utiliser les plus gros équipements de déneigement qui vont plus vite. Et même si le trottoir est plein de neige, on peut la tasser dans la piste cyclable. Malgré ça, il reste encore beaucoup d'espace pour les cyclistes et éviter l'amas de neige qui est entre le trottoir et sur la bordure du trottoir. OK. Ben, écoute, ça me permet de faire le lien avec une question reçue de Maxime Nida. Maxime se demande, puis elle a retenu que la voie cyclable va être large. On vient de le mentionner. Elle se situe entre 2,3 3 mètres. Elle se demande, avec une voie cyclable comme ça, on arrive quand même avec le projet à retenir quoi? Plus de 80% des stationnements. Est-ce qu'elle a une bonne évaluation? C'est aux alentours de ça. J'ai le chiffre exact, là, mais je pourrais vous les écrire sur... parce que les rues sont différentes. Stéphane. OK, c'est ça. Mais sur la jeunesse, sur la jeunesse, c'est 89%. Puis sur Berry, c'est 76%. OK, alors la moyenne autour de 80, ça fait tout à fait sens. Ouais. Excellent, merci beaucoup. Le passage du rêve de Saint-Denis à la jeunesse va passer par Castelnau. C'est une question de Séverine Lepage. Bien, en direction sud, de Gouin vers Des Pins, ça va être par Berry-Saint-Denis direct. Et la direction nord, c'est effectivement Saint-Denis, Castelnau et la jeunesse. Excellent. Ben, écoute, Stéphane, pour l'instant, je te donne le temps de reprendre un peu ton souffle, parce que vraiment, j'avais beaucoup de questions pour toi. Je vais aller voir les enfants. Oh non, on ne part pas si loin. Ça m'inquiète, ils ne font pas de bruit. Reste avec nous, Stéphane. Alors, on va y aller avec d'autres questions qu'on a reçues. Et des questions d'ordre peut-être plus général. Je vais me permettre de nommer donc les personnes qui ont posé l'information, évidemment, et de rendre compte de ce qu'on a pu trouver. Beaucoup de questions sur les entrées de services d'eau en plomb. Sur la jeunesse et Berry, il y a des interventions à faire au niveau des entrées de services d'eau en plomb. On connaît la problématique, hein, puis il y a de l'information sur le site montréal.ca. Vous savez également que l'administration rend disponible, en attendant le remplacement de vos entrées d'eau en plomb, des pichets. Alors, on peut avoir plus d'informations sur montréal.ca, sinon d'appeler au 311. Mais la question était pertinente. On va faire un resurfacage, on va donc enlever une partie d'asphalte, en poser une nouvelle. Est-ce qu'on en profite pour coordonner les travaux avec les entrées de services d'eau en plomb? Vous comprendrez que c'est une question tout à fait pertinente, mais qui va nous demander un peu de temps de recherche. Alors, on va vous revenir avec la foire aux questions, avec un peu plus de détails à ce niveau-là. On avait des questions également sur les vignettes, les zones de vignettes, le secteur 24 en particulier, pour les gens d'arrondissement. Vous savez que je vous parle, dans le secteur 24, là, on est, de mémoire, la jeunesse est sauvée, ou Prière plus, hein, Berry-Prière. Alors, Berry-Prière, ça, je le retiens. On se demandait si on allait avoir plus de zones qu'on appelle SRRR. Alors, c'est quoi le S3R? C'est les zones de stationnement aux résidents sur rue résidentielle. Non, je pense que je ne l'ai pas. SRR, Stéphane, viens-moi en aide. Stationnement réservé pour résidents sur rue. Ça a de l'allure? 10 sur 10. Tant mieux, la deuxième fois, c'était la bonne. Alors, si vous avez des questions générales sur ces vignettes-là, hein, des stationnements réservés pour les résidents sur rue, vous pouvez communiquer avec le 311 pour voir si vous pouvez obtenir une vignette. Peut-être qu'il n'y en a pas sur votre rue actuellement. Il y a toute une logistique qui permet d'en faire la demande, moyennant qu'il y ait un consensus sur le tronçon de rue. Là encore, au 311. Il y a beaucoup de demandes dans ce sens-là, mais l'arrondissement traite les demandes avec diligence. Donc, n'hésitez pas à les contacter. C'est des choses qui peuvent se mettre en place, mais qui ne sont pas associées directement
avec le projet auquel on fait face. On vous présente aujourd'hui. Maintenant, quelqu'un me demandait, Régent Héroux, Monsieur Héroux, vous cherchez des cartes. Je vais vous dire, allez sur le site montréal.ca. Dans la petite loupe, vous allez chercher Réseau Express Vélo et vous allez trouver la fiche détaillée du projet et on retrouve là une carte du réseau Rêve. Également sur le site montréal.ca, vous allez retrouver la carte des voies cyclables 4 saisons. Celle-là, vous êtes peut-être habitué. Et M. Caldwell vous parlait en début de présentation. M. Caldwell parlait des voies actives et sécuritaires. Donc, des centaines de kilomètres de voies qu'on met à la disposition des citoyens puis des transports actifs cet été en raison de la pandémie. Cette carte est également disponible. Donc, si on cherche sur le site Internet montréal.ca, vous avez toute l'information. Parfois, quand il y a des réalisations de travaux comme ça sur la jeunesse Berry, devant chez vous, vous avez des questions. En particulier, souvent, vous allez trouver réponse dans les avis aux résidents parce qu'on vous tient informé. Sur le plan des communications, on ne lésine pas sur les moyens pour vous tenir informé de l'avancée et des changements quand il y a des travaux en cours. Alors, l'avis aux résidents, c'est souvent un des clients que vous allez recevoir. Vous pouvez le conserver. Vous allez avoir beaucoup d'informations là-dessus. Vous aurez de l'information, je vous l'ai dit, sur le site Internet montréal.ca. Si on veut parler à quelqu'un, parce que des fois, ça fait du bien de se sentir accompagné, appelez le 311. En général, vous allez trouver réponse à vos questions. On a des experts pour trouver ces réponses-là. Et un autre numéro de téléphone qui peut être utile dans le cas où il y a des travaux en cours, c'est le 872-3777. Alors là, on a aussi une ligne téléphonique pour vous répondre. Et on est ouvert durant les heures ouvrables, mais 5 jours sur 7, alors facilement accessible. Donc, essentiellement, la présentation d'aujourd'hui, je vous le disais, on va faire suivre la foire aux questions parce qu'on a eu beaucoup de questions, on n'a pas eu le temps de répondre à tous. Je vous rappelle également que ça a été enregistré. Alors, on pourra réécouter ou encore partager avec des voisins et voisines qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Essentiellement, alors j'ai une nouvelle question avant de vous de donner le mot de la fin. Une question de Marie-France Legault. Madame Legault, vous posez la question suivante. Est-ce que le rêve sera mis en place sur toute sa longueur, donc jusqu'à l'avenue des Pins cet été? Et là, je pense que Che Wamani pourrait peut-être m'aider parce qu'on parle de la réalisation des travaux. Che, on sort un peu d'Arctique Cartierville, mais il est vrai de dire que plusieurs citoyens et citoyennes vont prendre le vélo pour aller travailler au centre-ville. Alors, ils se le demandent, quand le rêve va être en place là, sur Berry, la jeunesse, ça veut-tu dire qu'on va pouvoir aller jusqu'à l'avenue des Pins? Et cet été? Le silence est d'or, mais idéalement, en vidéoconférence, j'aimerais t'entendre. Es-tu capable de jouer avec le son? Oui, c'est mon micro qui était fermé, excusez-moi. Magie. Bon. Oui, juste répéter la question, Félix, j'avais mal compris. Oui. Alors, le rêve sera mis en place sur toute sa longueur. Hein. On retient jusqu'à l'avenue des Pins. Là. Est-ce que ça va être fait cet été? Les travaux commencent en juillet là, pour Antique-Cartierville. Mais on sait que le rêve va traverser Antique-Cartierville, Villeray-Saint-Michel, Rosemont, Plateau. Et tu nous parlais d'un calendrier tantôt, Che, de 75 à 120 jours. Est-ce à dire que le rêve va être déployé sur toute cette longueur-là cet été? Pour les délais, c'est sûr que pour la jeunesse, là, pour les 120 jours, là, on parlait des Castelnau jusqu'au boulevard Gouin. Donc, ça, c'est un délai de 120 jours. Et pour les délais de 75 jours qu'on parlait, c'était sur la rue Berry et Saint-Denis. Mais les limites commenceraient, par contre, là, du délai de 175 jours, ça serait au nord de Jarry sur Saint-Denis jusqu'au boulevard Crémazie. Et par la suite, on passerait là, sur Berry, du boulevard Crémazie jusqu'au boulevard Gouin. Mais les 75 jours, ce n'est pas pour s'en aller jusqu'à la partie jusqu'au sud. C'est juste vraiment pour la partie qui est au nord de Jarry en question. OK. Donc, on retient ça. Pour les autres tronçons. Madame Giguère?
Oui, Vous parce voulez que comme je intervenir? connais bien le projet dans son ensemble, parce que j'ai eu l'opportunité de voter les contrats dernièrement, en fait, simultanément, la partie qui est située dans les arrondissements Villeray-Saint-Michel, Parc-Extension et Rosemont vont aussi, les travaux vont aussi débuter sur Saint-Denis et sur la jeunesse du côté du quartier Villeray. Et simultanément, la portion au sud, donc de Jean Talon jusqu'à Roy, vont débuter un petit peu plus tard dans l'été. Ils doivent, eux, se poursuivre jusqu'à l'automne. Donc, il va y avoir des vagues de travaux, encore une fois, uniquement aux intersections, qui vont se faire au courant de l'été et de l'automne. On prévoit que jusqu'à l'avenue des Pins, jusqu'à ce que les travaux du côté de l'arrondissement du Plateau soient terminés, qu'on va être rendu en octobre. Ça veut dire que d'ici l'Halloween, l'axe 1 va être réalisé au complet. Madame Giguère, on ne changera pas de date de l'Halloween, là. On a votre enregistrement. Donc, fin octobre, là, ça sera complété sur tout le tronçon. J'aimerais maintenant inviter la mairesse de l'arrondissement, Émilie Tuillier, à réagir peut-être à certaines questions qu'on a pu recevoir du public. Madame Tuillier, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que je peux me permettre de vous inviter à prononcer quelques mots, à ouvrir votre micro? C'est fait. Et à nous adresser la parole. Je pense qu'il y a des questions qui ont tenu votre intérêt. Possible? Alors, j'en ai vu quelques-unes là, sur donc les rues Berry et la jeunesse, comme vous le disiez tout à l'heure, pour les S3R. Il y en a certaines rues où il y en a déjà. Et il faut savoir que notre arrondissement n'impose pas de vignette pour les résidents. Donc, c'est vraiment volontaire. Il faut qu'il y a tout un processus, là, comme vous l'expliquez, que les gens demandent d'avoir des vignettes et ensuite puissent s'en procurer. Donc, il y en a déjà beaucoup sur certaines de ces rues-là. Et s'il n'y en a pas, il y a un processus qui existe à l'arrondissement. On pourra vous accompagner là-dedans, le faire rapidement au besoin. Et il y a un ratio qui est le même un peu dans toutes les rues. C'est-à-dire, ce n'est pas... quand on achète une vignette, ça ne veut pas dire qu'on a nécessairement notre devant chez nous. Donc, il y a un ratio du nombre de vignettes et de nombre de places disponibles sur rue. Et on ne peut pas non plus réserver tout un tronçon d'une rue en tout temps pour les S3R, mais les heures auxquelles les S3R sont attitrés font en sorte, en général, l'objectif, c'est que quand vous revenez, par exemple, le soir du travail, la période 3R est réservée, déjà vous pouvez vous stationner, et inversement le matin. Donc, c'est vraiment pensé pour favoriser le stationnement des résidents. J'ai vu une autre question aussi sur le magnifique sentier que nous avons fait en collaboration avec Hydro-Québec, là, au sud de la voie ferrée, donc un peu dans l'axe de Louvain. Et puis, on a eu la question aussi récemment. C'est sûr que ça serait très chouette de pouvoir, à cet endroit, traverser la rue La Jeunesse. Ceci dit, pour l'instant, puis on y travaille à l'arrondissement, on a très bien vu l'enjeu de la construction du sentier, mais c'est très difficile d'implanter une traverse piétonne, donc pas de feu de circulation, pas de stop, là, juste une traverse piétonne où les gens nous laisseraient passer, tout près d'un feu de circulation. Et à cet endroit-là, il y a un feu de circulation à l'intersection de Sauvé. Donc, on est en train de regarder là, depuis déjà un bon moment, avec les normes du ministère des Transports du Québec, comment on serait capable de cet endroit-là, mais pour l'instant, la situation, en fait, la solution n'a pas été trouvée et il n'y aura pas nécessairement, dans le cadre des projets, des travaux du rêve, là, de nouveaux aménagements. Est-ce que vous aviez noté d'autres questions du côté de l'arrondissement? Du côté de l'arrondissement, on sent qu'il y a un grand intérêt de la part des citoyennes et des citoyens pour le projet. Les questions sont nombreuses. On aura dû recevoir en direct plus de 75 questions ce soir. On apprécie. Les gens, je trouve qu'ils se sont déplacés en grand nombre. Je vous dirais, Mme Tuillier, plus de 150 participants, c'est vraiment quelque chose de formidable pour une session d'information comme celle-ci. Vous savez, c'est une première session d'information sur le rêve. Parce que le rêve, on vient de le voir, va se prolonger dans Rosemont, Villeray-Saint-Michel, le Plateau.
Alors, il y a déjà une présentation prévue demain soir, à la même heure, pour Villeray-Saint-Michel puis Rosemont. Une autre présentation lundi qui va concerner uniquement le plateau. Et pour le bénéfice de tous, les présentations étant enregistrées, vous pourrez tout retrouver sur le site Internet montréal.ca. Mais vraiment, c'est intéressant de noter l'intérêt de tout un chacun pour ces changements-là qui ne sont pas de petits changements. Et je terminerai, avant d'adresser le mot de la fin, on a prolongé d'une dizaine de minutes, alors ça me permet de poser une dernière question, c'est celle de François Damour. Monsieur Damour pose une question intéressante parce qu'on sait que la mobilette électrique est de plus en plus utilisée. Est-ce qu'elle sera permise sur le rêve? Alors, Stéphane Blais, je pense que peut-être qu'on pourrait avoir un début de réponse avec vous. Mobilette électrique, piste cyclable, une piste comme le réseau Express Vélo, c'est possible? Il faudrait que je me réfère au code de la sécurité routière. Je ne connais pas exactement les règlements exacts, mais un véhicule moteur non mu par l'action humaine, je pense que c'est interdit sur les pistes cyclables. Même comme le rêve, c'est une piste cyclable du même titre, ça sera interdit, bien entendu. Il y a aussi une catégorie de poids, il y a une limite de vitesse à respecter aussi. Ben, merci, effectivement. J'attendais cette réponse-là. Souvent, c'est les mobylettes avec les électriques, avec les pédales. Alors, s'il y a un système pour mouvoir avec un pédalier, je pense que c'est permis, mais toujours se référer au code de la sécurité routière. C'est ce que tu me dis. Absolument. Je ne l'ai pas par cœur. Je crois qu'elles sont permises, bien que ça peut paraître gros sur les pistes cyclables là, comme engin là, comparé au vélo. Je crois que Ben, madame... Moi, le mot d'ordre, ce que je retiens des présentations de tous les intervenants, c'est sécurité d'abord, puis partage du domaine public pour vraiment tous les usagers. Puis il faut que ça se fasse dans le respect du Code de la sécurité routière. Écoutez, ça termine la période de questions. Ayant terminé la période de questions, je vais offrir à Marianne Giguère de clôturer avec un mot de la fin. Très bref, s'il vous plaît, Mme Giguère, conseillère associée au transport actif au comité exécutif. Merci beaucoup, M. Sabourin. Merci à celles et ceux qui ont présenté ce soir. C'était très clair, très intéressant aussi, concis. Pour compléter là, la réponse par rapport à quels véhicules peuvent emprunter les pistes cyclables, en effet, c'est vraiment pas permis de circuler dans le réseau cyclable en mobilette, même si elle est électrique. On a le droit d'avoir des vélos électriques, c'est-à-dire c'est des vélos à assistance électrique, comme les Bixi bleus qu'on voit actuellement. Et ces vélos-là, normalement, on doit respecter une limite de vitesse de 32 km/h, si je me souviens bien. Les Bixi ne peuvent pas aller plus vite que ça. C'était le cas des vélos rouges Jump qu'on avait aussi en ville. Donc, n'importe quoi à moteur n'a pas le droit, là, à part les fauteuils à assistance électrique. Encore là, on n'a pas de pédale, mais des gens qui les utilisent, qui sont à mobilité réduite. Ça, ces aides à la mobilité-là sont permis dans les pistes cyclables, dont le rêve. Bon, merci beaucoup. Merci tout le monde. Soyez vraiment assurés que, bien qu'on n'ait pas pu répondre à toutes vos questions, moi, j'en ai vu passer beaucoup dans le chat, on les garde toutes. Je le répète, on va produire un document de questions et de réponses qui va s'assurer qu'on vous donne toutes les réponses qui vous manquent. Il y aura aussi, bien sûr, vos élus locaux que vous pouvez contacter pour avoir des précisions. Ils sont là pour vous, ils sont là pour vous répondre. Donc, on va vraiment travailler pour le mieux de tout le monde dans ce beau repartage-là de la voie publique qui garde une place à l'automobile, mais qui va permettre une autre option de mobilité à Montréal qui, je pense, va être vraiment appréciée. Donc, merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci, Mme Giguère. Alors, si M. Eric Allen Caldwell souhaite avoir un petit mot, saluer les gens qui sont parmi nous, qui vont nous quitter bientôt.
c'est le temps. M. Caldwell, souhaitez-vous Oui, préciser merci quelque beaucoup, chose? M. Sabourin. Oui. Ben, en fait, tout a été dit. Merci à nos équipes. Qu'on reste en contact. Hein. Si vous avez des questions, comme le dit Marianne Giguère, que ce soit les professionnels en arrondissement, à la ville, on veut faire de ce projet-là un beau projet de mobilité au bénéfice du plus grand nombre. Et dans cette transformation de la ville, on va se sentir plus en sécurité. On va avoir des options de mobilité durable. On veut que tout le monde s'y retrouve. Alors, merci de votre participation. Et merci, M. Sabourin, pour l'animation, je dois dire. C'est gentil. Très, très bonne animation. Il n'y a pas de quoi. Mairesse de l'arrondissement d'Antique-Cartierville, Mme Thuillier, je vous invite juste à partager l'écran avec moi un instant. On va clôturer ensemble si vous le voulez bien. Donc, c'est la fin de cette rencontre-là. Vous allez tranquillement retourner à vos activités. En quittant, vous allez être invité à répondre à des sondages. Mme Thuillier, responsable des communications au comité exécutif, ce genre de nouvelles sessions-là, des webinaires comme ça, c'est assez nouveau dans notre paysage. On l'expérimente. Des fois, on est un peu gauche, un peu malhabile, mais on s'ajuste. On essaie d'être le plus humain, le plus transparent possible. Je pense que ça fait écho chez vous. Les gens vont répondre tantôt à un sondage. Est-ce que vous avez, y avez participé? Est-ce qu'il y a chez vous des interrogations à savoir, par exemple, est-ce que les gens apprécient ces sessions-là? Est-ce que vous avez des questionnements par rapport aux gens qui sont là, dans ces quartiers-villes, qui ont écouté la rencontre, et vous voudriez les sonder sur des aspects communication des rencontres? En fait, on a déjà fait, nous, 2 webinaires aussi dans l'arrondissement. Donc, c'est sûr que c'est une façon qu'on fait un peu rapidement, hein, parce qu'on est en pandémie. Donc, sachez que ce sont que les sujets vraiment très, très, très importants que nous faisons en ce moment en consultation et en soirée publique. Donc, le rêve en faisait partie. Et pour tous les sujets un peu moins urgents, on va attendre un petit peu. Mais c'est important pour la ville et pour l'arrondissement de faire des consultations ciblées. Donc, souvent, les gens apprécient de ne pas avoir à se déplacer. C'est sûr que l'interaction n'est pas toujours simple. Puis en plus, là, il y a un volume de questions. Même si on avait été en présentiel, là, 35 questions reçues à l'avance, plus 30 dans le chat et tout ça, on n'aurait jamais pu poser 60 questions. Mais c'est sûr que le fait de ne pas se voir. Alors moi, j'aimerais savoir quels sont les points positifs que vous voyez à ce genre de webinaire et est-ce que vous aimeriez en avoir même si on pouvait faire des consultations et des présentations publiques en présentiel, est-ce que vous aimeriez avoir plus de webinaires en temps normal? Et puis, quels sont les points négatifs, là, vraiment? Vous dites, il me semble que ça serait vraiment mieux si on avait la possibilité de faire telle ou telle chose. Et donc, ça nous permettrait effectivement d'améliorer nos pratiques pour les prochaines semaines et pour les prochains mois. Merci infiniment. Ben, c'est le mot de la fin. Alors, améliorer les pratiques. Vous l'avez entendu de la part de tous les intervenants. Je tiens à remercier au premier chef Stéphane Blais au niveau de la conception. Stéphane, chef de section, excellent vulgarisateur. Merci chez Ouamani, collègue, ami des chantiers et chargé de projet pour le rêve. Bonne continuité, bon travail chez José Mayette au niveau de la gestion des impacts. Merci José. La disponibilité à tous, à toutes. Nous vous souhaitons, de la part de l'équipe Rêve Réseau Express Vélo, une excellente fin de journée.
Dani. Ah, merci, Dani. Bon, je cède la parole peut-être à France Legault qui, aux communications, a chapeauté la rencontre. France, tes premiers commentaires? Vraiment, très, très, très bonne rencontre. Philippe, tu as fait un excellent travail. Tout le monde a bien présenté. Merci aux élus de pouvoir vous garder votre temps, mais aussi de votre implication dans cette rencontre-là. Ça a fait en sorte que c'était très dynamique, là, vraiment. Merci de m'avoir écrit. On a essayé d'aller le plus vite possible pour passer l'information, mais on n'est pas habitué à ça, les chats et tout, mais Philippe, c'est un expert, là. Sérieusement, on était en business avec toi, là. Merci à tous, vraiment, là. On reprend ça demain. Ben, merci beaucoup tout le monde. J'ai trouvé ça formidable. Et puis, bonne soirée. Et au cas où personne ne vous l'aurait dit encore aujourd'hui, merci de travailler pour la Ville de Montréal. Ah, ça faisait longtemps. Ça fait plaisir. Merci. Merci, salut, au revoir. Merci. Moi, j'aurais 3 petites questions et ou suggestions pour la suite des choses, là. En fait, moi, je suis désolée, là, je suis déstabilisée parce que ma caméra ne marche plus depuis ce matin, fait que je suis pas sur le même truc que d'habitude, puis j'avais 2 enfants qui couraient partout. C'était pas idéal. Mais on est tous dans la même situation, puis je voyais Stéphane qui avait ses enfants aussi. Donc, ça permet effectivement de montrer qu'on est tous humains. Ceci dit, en fait, ce qui est déstabilisant, puis là, je suis désolée, je m'étais mal exprimée, mais quand je voulais répondre à une question, j'étais en train de répondre par écrit. Quand Philippe Sabourin m'a donné la parole, je n'étais pas prête à prendre la parole, j'avais même pas le casque d'écoute et tout. Mais c'est ça, donc, je savais même pas que nous, on pouvait répondre dans le chat. Ceci dit, il n'y avait pas tant de questions auxquelles moi, l'arrondissement, je pouvais répondre, là. Mais Marianne a fait une super job de répondre à beaucoup de choses. En fait, nous, on est habitués sur Zoom, honnêtement, comme élu, de contrôler notre caméra et le son. Et ça nous déstabilise, moi, la première, mais je pense que d'autres collègues aussi, parce que Marianne aussi, il a demandé un log, c'est que quand vous ouvrez notre micro pour nous, là, c'est parce qu'on ne l'ouvre plus de la même façon. Il y a un pop-up qui fait rester en sourdine ou audio. Puis là, on est habitué d'aller ouvrir le son en haut à droite ou ailleurs, mais en tout cas sur iPad, c'est là. Puis là, ben, ça se retrouve ailleurs dans... Fait que là, on est en train de taponner sur notre écran. C'est peut-être moins ergonomique. Ah oui, non, mais ça, c'est correct. Non, mais... Oui, oui. Non, mais de me le fermer, ça, c'est parfait. Puis vous avez bien fait de le faire. Mais de l'ouvrir... Non, mais vous me demandez, c'est-à-dire que, je répète. Ben oui, ben, c'est justement ce que j'essaie de vous dire. C'est que nous, on est très, très habitués de fonctionner par Zoom. Tu sais, on vient de faire deux jours de 10 heures par Zoom. Fait qu'on ouvre et on ferme nous-mêmes notre micro. Fait que là, c'est ça que j'essaie de vous dire, c'est que on est en train de l'ouvrir à un endroit précis. Là, ça ne marche plus parce que vous l'ouvrez pour nous, mais quand vous l'ouvrez pour nous, c'est une fenêtre ailleurs qui s'ouvre. Fait que là, ça nous déstabilise, puis on est en train de regarder ailleurs, puis on a l'air de ne pas savoir ce qu'on est en train de faire, alors qu'on sait très bien ouvrir notre micro, mais là, votre action fait en sorte qu'on est en train de se chercher. Fait que c'est juste, en fait, de préciser dès le départ peut-être la consigne où vous nous laissez ouvrir et fermer notre micro nous-mêmes, ou vous nous dites je vais l'ouvrir et alors là, moi, je vais m'attendre à appuyer le bouton au bon endroit. En tout cas, moi, ça me déstabilise beaucoup quand c'est comme ça parce que c'est pas au même endroit qu'on doit ouvrir le micro. Puis, on est habitué d'ouvrir et fermer notre caméra et notre micro à chaque fois. Mais ça se dit de fermer le micro, c'est toujours bien aussi, effectivement. Je savais pas trop si vous allez me reposer la question. 2, 3 questions qui reviennent, puis il faut qu'on ait absolument, je pense, des réponses. Puis là, j'imagine que peut-être pour demain, vous pourrez avoir des réponses, sinon elles seraient dans le question-réponse. Les collectes dans le rêve. Parce que ça, c'est maintenant, les contrats de collecte sont donnés par la ville. Donc, c'est la ville, très probablement, qui va décider où les camions de collecte vont passer. Et ça a l'air vraiment niaiseux, là, mais ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et si on ne le sait pas, ben, il faut appeler tout de suite nos collègues de l'environnement pour savoir c'est quoi, c'est quoi leur orientation. Puis si on le sait déjà, ben, il faudra le dire.
Puis moi, honnêtement, comme mairesse, je ne le sais pas. Puis même pour les VAS, en ce moment, on se pose la question. Puis on fait pas tous exactement la même chose. Fait que ça, c'est vraiment une question cruciale. Puis tant mieux